Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre panel virtuel de CXO au cours duquel nos estimés participants vont parler de la 5G au continent africain. Nos participants pour cette session sont Hatem Mestiri, directeur technique Ooredoo Tunisie, Didier Kla, directeur Orange Business et Broadband, Zoher Lakhdisi, PDG Dial Technologies, investisseur providentiel, Bassem Binani, directeur du marketing pour l'Afrique, Nokia. Nous discuterons du sujet en profondeur en abordant deux angles. L'angle technologique, tel que la désactivation des systèmes traditionnels, transition des bandes, évolution de la voie, impact sur le réseau de backhaul, avantage du découpage en tranches. Aussi, l'angle des affaires est tel que les utilisations pertinentes, comment monétiser la 5G, pertinence de l'accès fixe sans fil, défis réglementaires. À la fin de ce panel, le public aura la possibilité de poser des questions aux participants dans la section Q&A. En outre, et au cours de la session, nous lancerons un sondage auprès du public. Assurez-vous de rester connecté pour ne pas le manquer. Ce sera avant 15 minutes du clôture du panel. Maintenant, avant de commencer notre première question d'aujourd'hui, je donne la parole à nos participants afin qu'ils puissent parler brièvement de leur rôle, position au sein de leur compagnie. Hatem, on commence par vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hatem Mestiri, je suis en charge du réseau et du système d'information de Ooredoo Tunisie. J'ai rejoint la compagnie en 2002 en tant que directeur du système d'information et depuis à peu près 10 ans, je suis le Chief Technology Officer de la compagnie. Nous avons lancé la 4G il y a déjà 6 ans et aujourd'hui, c'est la 4G qui prend 82% du trafic data mobile. Et donc, on peut dire que la 4G est une réussite. On parlera tout à l'heure de la 5G, mais je laisse la place aux collègues. Merci, Hatem. Didier, c'est pour vous aussi? Bonjour à tous, je suis Didier Kla. Je suis à Orange Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis le directeur en charge du B2B et du broadband. Donc, ça fait 25 ans que je suis dans les télécoms. J'ai été auparavant, pendant plus d'une dizaine d'années, directeur au niveau de la technique, directeur de l'ingénierie. En fait, et après, pendant 5 ans, j'ai été directeur des réseaux et du système d'information. Donc, j'ai construit dans ma carrière beaucoup de réseaux. 2G, voilà, des réseaux 2G, 3G, 4G, la fibre. Voilà. Puis, construit aussi des câbles sous-marins. Donc, j'ai une forte expérience au niveau technique. Et depuis 2 ans, je suis au B2B. Donc, j'ai basculé de la technique au business. Merci Didier. On passe à vous, Zoher. Zoher, you have unmuted. Donc, merci beaucoup, Tony. Donc, Zoher Lakhdisi, je suis fondateur et directeur général de Dial Technologies, qui est une entreprise aujourd'hui basée entre Casablanca, Dubaï et Bruxelles et qui, en fait, accompagne ses clients en termes de transformation digitale. Donc, nous travaillons beaucoup avec les opérateurs télécoms en Afrique, au Maroc, mais également au Mali, au Gabon, au Côte d'Ivoire, etc., sur pas mal de sujets, donc des sujets de services à valeur ajoutée, des sujets de contenu, des sujets d'application et de plus en plus aussi des sujets de start-up. Et par ailleurs, je suis aussi très impliqué dans l'écosystème de start-up africaine en tant que mentor, membre du jury de plusieurs compétitions et en tant aussi que business angel. Merci Zoher. C'est à vous maintenant, Bassem. Bonjour tout le monde, salam alaikum, Bassem Binani en charge du marketing chez Nokia. Ça fait un bon bout de temps que je suis chez Nokia, pratiquement 13 ans. Ingénieur de formation, ma carrière a démarré avec la 2G, donc avec le boom des télécoms. Et là, on est à la veille de la 5G, donc voilà, on ne s'ennuie jamais dans ce secteur. Merci Bassem. Alors, on passe à la première question chez nous pour aujourd'hui. Donc, quelle est la situation globale de la 5G en Afrique par rapport aux autres régions? Est-ce que la 5G est vraiment une nécessité pour l'Afrique pour le moment? Je veux commencer par vous, Didier. Écoutez, quand on regarde, bonjour d'abord à tous les participants, merci pour la question. Au regard des statistiques de la GSA, c'est-à-dire que Global Mobile Supplier Association, il y a aujourd'hui
à peu près 18 pays qui ont engagé des projets sur la 5G en termes de tests ou bien de déploiement commercial. Et donc, aujourd'hui, la 5G est une réalité dans la région africaine. Et ça, il faut le dire clairement. Et dans certains pays déjà, hein, notamment en Afrique du Sud, au Kenya, et bientôt dans certains pays de l'Afrique subsaharienne aussi, même dans les pays d'Afrique du Nord, il y a des opérateurs qui ont commencé à commercialiser des services basés sur la 5G. Donc ça, déjà, on peut dire que la 5G est une réalité en Afrique. Est-ce que c'est une nécessité? Ça fait débat. Ça dépend d'où on se positionne. Quand on regarde les taux de pénétration du mobile en Afrique et la vitesse d'appropriation du haut débit en Afrique, on peut dire que en fonction des usages, parce que la 5G a plusieurs types d'usages. Hein. La 5G aujourd'hui peut être un vrai substitut pour le haut débit. C'est l'usage vraiment du mobile broadband. Aujourd'hui, c'est un usage qui est le plus utilisé, c'est la continuité des réseaux 3G, 4G. Donc, cet usage-là a de la place en Afrique, déjà, parce que le haut débit connaît quand même une forte croissance en Afrique. Et en fonction des régions, je crois qu'il est pertinent d'avoir ce type de déploiement des réseaux sur la 5G. Donc, pour moi, la 5G est une opportunité aussi d'accélérer le développement d'abord du numérique en Afrique et pour développer de nouveaux types d'usages aujourd'hui, parce que la 5G, en plus du développement du mobile broadband, du fixe broadband, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de couverture fixe aujourd'hui en Afrique, on peut l'utiliser aussi dans le domaine comme les objets connectés. Dans le domaine de l'agriculture, l'Afrique est un continent fortement agricole. Il y a des cas d'usage qu'on peut déployer en Afrique en se basant sur des réseaux de type 5G. Donc, pour moi, la 5G a sa place en Afrique en fonction des régions. Merci, Didier. Mais Didier, Hadem, je voudrais votre commentaire sur cette question, en fait. Je peux parler de la cas de la Tunisie. On a pour l'instant fait des expérimentations sur quelques sites de la 5G. On espère que dans les années à venir, la 5G va avoir lieu suite à un appel d'offres national. Alors, la 5G, je pense qu'elle a commencé principalement en Asie et au Moyen-Orient. Elle se déplace aujourd'hui vers l'Europe et vers les États-Unis et l'Afrique suivra évidemment. Il y a quelques déjà projets pilotes ici et là en Afrique. Ce que je pense de la 5G, je pense que l'Afrique a plus besoin de la 5G que peut-être certains pays en Europe. C'est choquant de dire ça parce que on a l'impression que la 5G est plus moderne, donc l'Europe en a plus besoin. Non, dans nos pays, la technologie mobile est nécessaire parce que c'est pratiquement le seul moyen d'accéder au réseau mondial Internet et à l'information mondiale et à tous les services à distance, parce que l'Afrique est justement le parent pauvre en termes de fibres, surtout la fibre qui arrive dans les entreprises et dans les domiciles. L'Afrique a le taux de fibrage ou la technologie FTTX le plus faible. Et donc, la 5G est un moyen de substitution pour le très haut débit qui est très efficace. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la 4G est aujourd'hui bien pleine. Donc, pour la capacité, on a besoin de la 5G. Donc, c'est important d'avoir la 5G. Voilà. Merci, Hadeb. C'est bien d'abord que le continent africain a besoin de 5G, pas de luxe, pour connexion, vraiment. OK. Donc, Bassem, tu peux aussi ajouter quelque chose de point de vue vendeur? Pardon, j'étais en mute. Alors, effectivement, Tony, je pense qu'effectivement, comme l'a souligné Hatim, mais aussi Didier avant, la 5G, on ne pense pas que ce soit un luxe, pas du tout pour l'Afrique, peut-être même qu'il y a plus, l'Afrique en a plus besoin, pour reprendre les mots de Hatim par rapport à d'autres pays développés, parce que voilà, la connexion en Afrique est principalement mobile, comme a mentionné Hatim,
mais aussi parce que c'est une grosse opportunité, donc à la fois de se rattraper sur la connexion, de substituer la connectivité filaire avec le Fixed Wireless Access, qui aujourd'hui, je rappelle, avec la 5G, va permettre d'offrir des services tout aussi similaires que la fibre optique, mais probablement à des prix moins chers. Mais aussi, Tony, parce que c'est une occasion pour l'Afrique de sauter une marche, de faire un leapfrog par rapport à certaines industries qui aujourd'hui, on espère avec la 5G, surtout SA dans un deuxième temps, va permettre une meilleure amélioration de la productivité à moindre coût, une meilleure gestion des ressources. Là, je pense à l'agriculture qui est clé pour l'Afrique et où une utilisation de la technologie de pointe permettant la digitalisation, l'automatisation permettrait une meilleure utilisation des ressources, notamment aquatiques. On peut penser la même chose à l'éducation, Tony. On sait très bien qu'en Afrique, il y a, enfin, le rural est très, très présent. Et là, ça permettrait peut-être à donner à des jeunes qui sont dans des coins reculés de l'Afrique accès à des formations au même titre que leurs pairs à la capitale ou même ailleurs dans le reste du monde. Donc, non, je pense que c'est une nécessité et qu'on devrait bien s'y préparer et l'accueillir à plein bras. Merci beaucoup, Bassem. Zuhair, je veux commencer avec vous une autre question, en fait, car on a déjà beaucoup d'opinions pour la nécessité de 5G en Afrique. Quels sont les exemples de cas d'utilisation qui sont dignes de mention ayant lieu en Afrique, tels que l'accès fixe sans fil, et quelles sont les attentes des opérateurs de la 5G? Très bien, Tony. Alors, je vais quand même me permettre de commencer par la question, mais je vais rapidement passer au cas d'usage, effectivement. Moi, je pense que je me permets d'être provoquant, mais je pense qu'il faut qu'on arrête à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie de se poser la question est-ce que c'est nécessaire ou pas. Le train, il va continuer sa route. À nous de choisir est-ce qu'on va y être, est-ce qu'on va le conduire ou est-ce qu'on va le rater. Donc, je pense que ce type de débat, c'est des débats très européens. Quand on part en Asie, on n'a absolument pas ces questions. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un débat dans une radio au Maroc sur l'intelligence artificielle et on a toujours ces problématiques de dire OK, est-ce que c'est un luxe? Est-ce que ça ne va pas risquer de faire perdre des emplois? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ce débat. Il faut qu'on soit un peu plus asiatique dans notre mindset en essayant de se dire ce n'est pas un choix. Ce n'est même pas une question de nécessité ou pas. Ce n'est pas un luxe. Il faut qu'on y aille. Je me rappelle du même débat qu'on a eu, par exemple, au Maroc il y a une dizaine d'années quand on a mis en place le TGV. Beaucoup de gens se sont posé la question de est-ce que ce n'est pas un luxe d'avoir un TGV au moment où on n'a pas des écoles et des hôpitaux? Et finalement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce type d'infrastructure, c'est des infrastructures structurantes. Je pense que nos pays en Afrique, ils ont besoin d'infrastructures. Infrastructures technologiques, et le très haut débit en est une. Infrastructures réglementaires, infrastructures de compétences et de talents, et infrastructures, on va dire, d'usage. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on sorte, à mon sens, de ce débat pour justement essayer de parler de ce que tu as posé comme question, c'est-à-dire des use cases. Aujourd'hui, on prend le contexte de l'Afrique, et je rejoins parfaitement ce que disaient Didier, Hatim et Bassim. En Afrique, on a énormément de besoins sur des sujets, par exemple, je vais prendre des exemples, comme la santé ou l'éducation. On a beaucoup de zones qui sont enclavées, qui n'ont pas accès à un certain nombre de services. Et aujourd'hui, ces zones enclavées, ils ne peuvent y accéder de manière correcte et de manière avec une qualité qui est acceptable qu'à partir du moment où il y a du très haut débit dans des zones rurales, dans des zones enclavées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut développer l'éducation, on ne peut développer la santé en Afrique que si on a justement le très haut débit qui est accessible partout et dans toutes les zones. Il y a d'autres cas d'usage. Vous avez parlé d'agriculture, c'en est un. Il y a les cas d'usage aussi relatifs à tout ce qui est industrie 4.0. Je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises et de startups africaines qui émergent dans ces domaines, dans les domaines de l'IoT, dans le domaine de l'agritech, dans le domaine de l'industrie 4.0. Et ces startups aujourd'hui n'arrivent pas à trouver forcément la bonne infrastructure pour se développer. Donc, en fait, on est en train de s'empêcher de se greffer
une partie potentielle de croissance qui peut venir des startups et de l'écosystème d'innovation, parce que justement, on n'arrive pas, en tout cas pour l'instant, certains pays ont fait le choix déjà et sont déjà avancés, d'autres suivront, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça va créer une dette en termes de développement des startups dans ces cas d'usage. La santé aujourd'hui connectée ou l'industrie 4.0, c'est des secteurs de pointe sur lesquels l'Afrique a besoin de se positionner si on veut rattraper le retard. Merci, merci. Didier, vous voulez passer à ces questions aussi, l'exemple de cas, en fait, que tu as déjà mentionné l'agriculture, mais il y a beaucoup plus, comme le medical healthcare, il y a beaucoup plus. En fait, pour répondre à la problématique, il faut savoir quels sont les besoins que nous avons clairement dans nos pays. On a dans le besoin dans le secteur de l'éducation, on a des besoins dans le secteur de la santé, de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, nos populations connaissent une forte croissance dans nos pays. Malheureusement, nos terres, en termes de production agricole, elles n'ont pas, il y a une déforestation. Donc, il faut permettre aux terres de production déjà améliorer notre productivité au mètre carré même. Et la technologie est une réponse aux besoins dans les différents secteurs d'activité. Dès lors que cela est bien compris, la question de la 5G se pose, la nécessité de la 5G en Afrique ou pas, ça ne se pose plus. On a une problématique, on a une technologie qui permet de répondre à ces problématiques. La 5G est une rupture par rapport aux technologies anciennes, notamment la 3G et la 4G. C'est une vraie rupture à laquelle on va assister, on est en train d'assister, parce que la 5G ne vient pas simplement pour apporter un accès, mais elle vient apporter des services innovants qui vont transformer la vie. Quand on parle d'industrie 4.0, ça vient avec la 5G, ça va transformer le modèle, les business models de plusieurs industries avec la robotisation. Donc, une augmentation des performances économiques. Donc, quand on se met sur cet aspect, pour moi, la 5G vient comme un facteur d'accélération de l'économie numérique. Aujourd'hui, il faut parler de l'économie numérique, c'est une vraie économie, c'est une vraie opportunité pour nos États d'accroître, d'abord pour créer des emplois, et d'accroître la productivité, la performance de nos administrations, de nos populations, et créer de la richesse. Donc, il faut... La question de la 5G ne se pose, 5G ou pas, ça ne se pose pas, parce que j'estime que c'est une opportunité qu'il faut saisir pour répondre à des problématiques structurelles de développement socio-économique. Donc, merci Didier. De là, en termes de use case. Didier, je m'excuse car la connexion, je pense qu'elle est un peu lente chez vous. C'est pour ça que j'ai pensé que tu as déjà fini. Donc, tu peux démarrer de nouveau. Voilà, donc, une chose importante, c'est que, comme je le disais, la 5G apporte une rupture fondamentale par rapport aux technologies précédentes des réseaux mobiles. La 5e génération de réseaux mobiles 5G, elle apporte la couche de services que les autres n'ont pas forcément apporté de base. Parce que la 5G a 3 cas d'usage. Il y a l'usage traditionnel des réseaux, le débit, le confort d'utilisation, qui va favoriser tout ce qui est autour de la réalité augmentée. Et la réalité augmentée dans ces manifestations, aujourd'hui, ça va fortement impacter notre mode de fonctionnement. Les réunions à distance qu'on fait aujourd'hui, vous voyez, vous avez l'impression que je suis à distance, mais demain, avec la réalité augmentée, on a la possibilité de simuler une salle de réunion pour faire ces réunions. Quand vous allez aller dans l'industrie du cinéma, c'est la même chose. Vous pouvez être, avec la réalité augmentée, vous intégrer dans le film comme un acteur potentiel. C'est ça, c'est ces nouveautés que vont apporter la réalité augmentée dans ce secteur. Mais aussi dans le secteur, quand vous prenez des secteurs comme le secteur portuaire, aéroportuaire ou portuaire, la 5G, les réseaux privés 5G qui sont déployés dans les ports aujourd'hui vont améliorer tout ce qui est logistique dans les ports avec la robotisation. Donc, ce sont ces services-là que vont apporter la 5G en plus de tout ce qui est autour des objets connectés. Parce que de base, la 5G embarque
toutes les technologies IoT. Donc, la voiture connectée, tout ce qui est autour de l'agriculture de précision avec les objets connectés qui peuvent être mis, les capteurs qui peuvent être installés, devront permettre d'avoir une masse de données pour anticiper, pour améliorer la production agricole. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent être mis en place avec le développement des réseaux 5G dans un avenir. Merci Didier. Hatem, tu pensais que les cas d'exemple qu'on vous attend dans le futur d'un 5G, c'est déjà commencé avec un bon 4G chez vous en Tunisie ou en Afrique? Je dirais que peut-être toujours dans le débat démocratique entre des gens très compétents sur la technologie, en fait, les cas d'usage qu'apporte la 5G, notamment l'industrie 4.0 ou dans l'agriculture, etc., ce sont des technologies, je dirais, concurrentes par rapport aux réseaux IoT qui ont commencé il y a quelques années et qui ont été prometteurs. En fait, le souci, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de technologies qui arrivent pour des besoins connexes ou proches. Et donc, malheureusement, les technologies qui réussissent, ce sont les technologies qui adressent le grand public. Parce que les technologies qui adressent le grand public sont celles qui peuvent diminuer leurs coûts avec la masse grand public. Donc, il faut que la technologie réussisse sur le segment grand public et après, sur les verticaux, sur le B2B, etc., les coûts deviennent juste incrémentaux. Donc, ça permet de minimiser le coût qu'on est censé dépenser sur tout ce qui est industrie ou pour l'agriculture, etc. Parce que si les coûts ne sont pas bas, ben, la technologie ne réussit pas parce qu'il y aura peu de gens qui achèteront. Et la 5G fait partie de ces technologies qui sont aussi grand public. La réussite de la 5G ne sera jamais pour faire uniquement l'industrie 4.0. C'est impossible, ça. Ça va pas nourrir son monde, ça. Par contre, comme j'ai dit au départ, la 5G est une technologie capacitive qui permettra d'avoir plus de capacité. Alors, la question, on a eu le débat sur la 4G en Tunisie il y a quelques années. Quand on a lancé la licence 4G, beaucoup d'acteurs économiques, y compris dans les entreprises et dans les hautes sphères de l'administration, ont dit « mais quel est l'intérêt de la 4G? On a la 3G qui fonctionne très bien. Pourquoi mettons-nous de la 4G? Ça sert à quoi ?» Et évidemment, ils avaient tort tous, et la raison pour laquelle ils avaient tort, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde de près l'histoire sur les 20-30 dernières années, prenez votre télé à la maison. Au départ, c'était des points, on pouvait regarder les pixels, tellement la résolution était faible. Et après, c'était en noir et blanc. C'était en noir et blanc. Après c'était du HD, maintenant c'est du Ultra HD, c'est du 4K, etc. Et si on regarde les vidéos YouTube, le client il est plus à l'aise en voyant une vidéo qui est de très bonne qualité. Et donc, sans le savoir, le contenu augmente, le besoin en bande passante augmente, le besoin en capacité augmente. Donc, voilà, on est obligé de suivre. Et donc, la 5G, ce n'est pas juste je dirais, un effet de mode ou un luxe pour un pays européen ou un pays asiatique ou américain. Non, je dirais, voilà, c'est la politique de l'assèchement du marché. C'est-à-dire que c'est comme pour lancer, je ne sais pas, le Coca Light. Au départ, pour lancer le Coca Light, ben, en fait, dans le supermarché, il faut mettre que le Coca Light. Et dans quelques années, ça va être que la 5G. Donc, tout le monde achètera la 5G et l'opérateur est obligé de faire la 5G. Et si tu ne fais pas la 5G, c'est fini, tu n'as plus de business. Et donc, voilà, c'est un peu l'évolution des choses. Donc, c'est pas… C'est vrai. Même après le COVID-19, toute l'augmentation d'utilisation, d'être en ligne, de capacité, de vidéo en ligne. Donc, non, c'est vrai. C'est vrai. On va recommencer pour une autre question. Je voudrais
commencer avec vous, Didier. Comment est-ce que le 5G va faciliter l'industrie 4.0? On a déjà parlé un peu, ou les Internet des objets, OK, et permettra d'évoluer le contexte réglementaire. C'est moi qui commence ou bien? Oui, oui. Voilà. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Je peux répéter si tu veux. Oui, ça va? j'ai bien entendu comment ça va révolutionner. OK, c'est bien. C'est clair. D'accord. En fait, comme je l'ai dit, quand on regarde les utilisations, les usages du réseau 5G, je dis que c'est un autre paradigme, la 5G. Ce n'est pas comme un déploiement classique parce qu'avec la 5G, on peut construire ce qu'on appelle des réseaux privés d'entreprise. Ça veut dire que, je prends un exemple, une industrie X peut décider de déployer à son échelle un réseau 5G par rapport à ses besoins d'automatisation et par rapport aux services que ça peut envoyer. Donc, c'est quand on parle d'industrie 5.0 dans le cas de la 5G, c'est ça. Parce que la 5G a cette possibilité où tu déploies un réseau public, c'est ce qui est fait généralement, traditionnellement, hein, un opérateur vient déployer un gros réseau public qui est utilisé par les utilisateurs, ou on a la possibilité d'utiliser aussi un réseau privé 5G qui est destiné à une industrie donnée et mettre en place tous les cas d'usage pour permettre d'automatiser le processus de production. C'est ça qui va vraiment révolutionner l'industrie. Donc, il y a l'industrie, il y a l'usage public avec tout ce qui est objet connecté, la voiture connectée, etc., qui vont fortement se développer aussi, mais aussi dans les entreprises comme dans les aéroports, dans les ports et même dans certaines usines, on peut déployer des réseaux privés 5G qui peuvent être utilisés pour améliorer le processus de production ou tout ce qui est autour de la logistique. Et c'est des cas d'usage aujourd'hui qui sont déployés dans beaucoup de pays dans le monde où la 5G a été déployée. Voilà un peu ce que je peux dire déjà dans tous les jeux. Merci Didier. Zouhair, est-ce que vous êtes avec nous maintenant? Oui, oui. Oui, Zouhair, s'il te plaît, votre commentaire aussi sur cette question aussi. Alors, moi, je pense que alors, sur le sujet de l'industrie 4.0, pour parler de manière particulière, c'est un sujet aujourd'hui qui est assez, on va dire, d'ailleurs, je vais peut-être juste rapidement revenir au paradigme de la 5G. La 5G, c'est la première technologie, effectivement, comme vous l'avez dit, Tony, qui ne se concentre pas sur le canal, mais qui se concentre qui se concentre beaucoup plus sur le contenu que sur le contenant, donc beaucoup plus sur le service que sur le canal. Donc, si la 2G, on était sur la voix, la 3G, la 4G, on était sur la data, à partir de la 5G, on est d'abord sur l'usage. Donc, ça, c'est un premier paradigme qui change. On n'est plus sur le everyone, on est sur le everything, c'est-à-dire qu'on passe de la logique de connecter les humains à la logique de connecter tout ce qui est connectable. Donc, tout objet connectable et potentiellement générant de la donnée ou pouvant interagir avec d'autres réseaux. Et on passe de la logique du anytime à la logique du real time. Donc, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait d'une certaine manière l'intérêt de la 5G dans le domaine de l'industrie 4.0. Aujourd'hui, pour pouvoir justement accompagner le développement de l'industrie avec le fait d'interconnecter en temps réel l'ensemble de la chaîne de production, d'une chaîne logistique, c'est important que, en fait, l'ensemble des dispositifs, donc des sensors, etc., qui vont être mis en place, qu'ils puissent communiquer en temps réel entre eux pour pouvoir justement assurer une fluidité dans la chaîne de production, dans la chaîne logistique. Donc, ce cas d'usage est un cas d'usage, à mon avis, qui est important à prendre en compte. Et c'est un des cas d'usage les plus aujourd'hui, on va dire, les plus gourmands aussi en termes de capacité, parce que non seulement on a besoin on va dire de débit, mais on a besoin aussi justement de cet aspect real-time, qui est aussi d'ailleurs nécessaire, comme disait Didier tout à l'heure, qui est aussi nécessaire sur tout ce qui est réalité augmentée. Donc, on peut, par exemple, envisager des interventions à distance aussi pour la réparation de machines au niveau du chaîne de production. On peut envisager des solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle, qui se connectent et qui, en temps réel, peuvent, on va dire, ajuster les capacités de production en fonction de l'évolution de la demande, etc., etc. Donc, il y a beaucoup on va dire, de cas d'usage. On a aujourd'hui de plus en plus de startups africaines qui s'intéressent à ces problématiques. Dernièrement, moi, j'ai vu, en tout cas dans le cadre de plusieurs événements africains, un certain nombre de startups qui s'intéressent au sujet de la logistique et qui appliquent les technologies justement les plus avancées sur des sujets comme la logistique. Et là, il y a un vrai cas d'usage
à mon sens, qui peut être vraiment intéressant à construire autour de ça. Maintenant, bien sûr, au-delà de ça, encore une fois, je rejoins parfaitement ce que disait Hatim et Bassim sur les autres cas d'usage, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup de cas d'usage qui sont vis-à-vis du grand public et il faut les développer. Les cas d'usage éducatifs avec potentiellement réalité augmentée ou pas, ou réalité mixte, les cas d'usage dans le domaine de la santé pour pouvoir faire bénéficier des gens qui sont dans des zones éloignées justement des services de santé. Donc tout ça, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut avoir un mélange des deux, c'est-à-dire d'un côté les cas d'usage grand public, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de cas d'usage entreprise. Et encore une fois, on est sur des technologies où l'appétit vient en mangeant. Il ne faut pas négliger l'effet structurel qu'apporte la capacité. C'est comme quand on construit des routes ou des autoroutes. Au début, ils sont peut-être très peu fréquentés, mais avec le temps, ça crée une vraie activité économique, ça crée de nouveaux usages, ça crée de nouveaux pôles économiques parce qu'avec une autoroute, en fait, on crée des zones à côté, on crée des stations des stations-service, on crée parfois même des villages ou des zones des agglomérations autour de ce type d'infrastructure. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand on met une infrastructure comme la 5G, c'est qu'on ne peut pas soupçonner, donc avec toute l'intelligence qu'on peut avoir autour de la table, dans ce panel et ailleurs, on ne peut pas soupçonner tous les cas d'usage qui peuvent survenir demain, qu'ils soient industriels ou on va dire entreprises ou grand public, qui vont pouvoir émerger grâce justement à ce développement par l'infrastructure. Merci, Zouher. Bassim, tu veux qu'on fasse des commentaires aussi sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, je pense que le mot est dit, c'est que c'est une technologie qui est structurelle, Tony, est structurante pour les économies. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Effectivement, alors si on parle de l'industrie 4.0, Tony, l'industrie 4.0 est un des use cases, peut-être le plus attendu, qui va révolutionner le monde autour de nous tel qu'on le connaît, parce que voilà, ça va être complètement différent, aussi bien le monde du travail que le monde industriel, que le monde de l'entertainment ou le monde éducatif. Et par conséquent, parce que quand on regarde autour de nous, une grande partie de l'économie aujourd'hui est encore, on va dire, de l'économie des différentes compagnies, ce qu'on appelle mortar and brick, c'est-à-dire que voilà, c'est physique. Il y a juste une toute petite partie de l'économie des différentes entreprises qui ont pu bénéficier de l'avantage de la numérisation, donc notamment tout ce qui est entertainment, cinéma, peut-être les finances, les assurances, les achats e-commerce jusqu'à un certain degré. Mais réellement, c'est avec l'étape suivante qui serait de numériser les 70% qui restent, vont se concrétiser avec la 5G, parce que finalement, la 5G va être cette sorte de catalyseur, enabler, qui va permettre de connecter les différents points de l'économie, de donner la possibilité aux jeunes startups de venir se greffer sur cet écosystème pour apporter leur valeur ajoutée. Mais peut-être ce que je voudrais aussi dire, et en plus, les chiffres sont tellement impressionnants que je les citerai pas parce que, bon, mais peut-être un point à mentionner, c'est que par rapport aux opérateurs, en termes de potentiel, on estime à peu près aujourd'hui à 7 millions le nombre de sites radio qui existent dans le monde et à 14 millions le nombre de sites industriels qui nécessiteraient des réseaux dédiés et sur 5G, évidemment, dans un futur proche, et ça peut démarrer bien sûr sur la 4G, pour pouvoir améliorer à la fois et la production et l'efficacité à moindre coût et surtout à un plus grand impact sur le climat. Ça, je pense que c'est un point super important. Mais par contre, si tu permets, Tony, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il est important de structurer cette histoire de use case. Parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la 5G NSA, non standalone. Donc là, principalement, les use cases qu'on voit partout dans le monde, ça revient au eMBB. Donc voilà, on fait bouger ou voyager les bits à une vitesse plus élevée. Mais il y a aussi le Fixed Wireless Access qui est très important pour nous en Afrique, comme on l'a mentionné un peu plus tôt.
Mais par contre, c'est dans un deuxième temps, avec l'arrivée de la SA, avec tous les avantages qu'elle apportera, notamment en termes de slicing, qu'on verra l'éclosion du vrai potentiel de la 5G. Cela dit, ce n'est pas parce que, et je reviens encore à votre question initiale, que parce que voilà, les usages risquent d'être les mêmes, c'est-à-dire on va faire de la connectivité soit en mobile, soit en fixed wireless access, que ouais, on n'a pas forcément besoin de la 5G. Ce n'est pas vrai parce que sur le IMBB, dans les débats que j'ai des fois avec des clients, ce qui a été prouvé, c'est que ça permet d'adresser la capacité, comme a mentionné Hatim tout à l'heure, parce que la 4G sera saturée assez vite. On regarde en Afrique, les volumes se sont multipliés par 3 depuis 2 ans et vont être multipliés par 10 dans les 5 ans à venir. Donc, à un moment donné, la 4G ne pourra plus adresser ses besoins. Il faut la 5G en termes de capacité. En plus, la 5G apporte des solutions moins chères que la 4G au gigabit. Donc, un opérateur pourra fournir un service au client final au gigabit qui lui coûterait moins cher. Donc, ça lui permet de se protéger ses marges, mais aussi, bien sûr, de faire face à l'érosion du coût par giga. Et ça, je pense aussi, c'est un point important. Le Fixed Wireless Access, et je tiens aussi à le mentionner, avait été cité comme étant la plus grosse opportunité 5G NSA par un cabinet, TBR. Et en fait, quand on regarde de plus près, bon, il y a l'expérience client qui est similaire à la fibre, qui est beaucoup plus facile à déployer. Bon, bien sûr, en plus, on peut garantir certaines qualités de service qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sur la 4G, surtout si on fait du slicing ou avec Nokia dès aujourd'hui avec de la 4G. Et c'est pour ça que, Tony, si on regarde la liste de tous les pays sur notre région Afrique-Moyen-Orient, tous ceux qui ont lancé la 5G ont lancé ou annoncé un lancement proche du Fixed Wireless Access. Donc, je veux vraiment mentionner qu'en attendant l'arrivée de la 5G NSA qui nous permettra de faire l'industrie 4.0, la 5G aujourd'hui dans sa forme de NSA doit déjà être voilà, son potentiel doit être exploité à fond pour ces services qui peuvent paraître de base, mais qui ont un impact aussi bien sur la profitabilité des opérateurs que sur l'expérience client, que sur le désenclavement de certains endroits où la ligne fixe n'arrive jamais. Merci, Bassem. En fait, on a plusieurs questions à ce propos, donc tu as déjà répondu à quelque chose qui est important. Mais pour moi, maintenant, on va passer à la question du jour, en fait, car pour nous, la sécurité de 5G, c'est une question importante. Je veux commencer avec vous de nouveau, Hatem. La sécurité est une préoccupation majeure pour la 5G. Quelle importance lui accordez-vous dans vos opérations? La sécurité est importante pour le monde parce qu'avant, on avait des maisons et des magasins à protéger. Maintenant, on a des sites, des installations et des machines à protéger. Et donc, la grande différence, c'est qu'avant, le nombre de magasins et de maisons à protéger était physique, donc était en nombre limité. Maintenant, avec Internet, c'est presque une infinité de points et de services à protéger. Donc, la sécurité est vraiment très importante et on voit bien avec un monde où les conflits inter-pays sont en train de s'exacerber. Maintenant, on a même des attaques organisées par les États eux-mêmes qui se cachent derrière des gangsters de l'Internet. Donc, vraiment, c'est une préoccupation majeure et nous, on a mis vraiment tous les moyens en termes humains et d'investissement pour sécuriser notre réseau. Et la 5G n'est pas étrangère à ça, à savoir qu'on étudie ça très sérieusement afin qu'on puisse mettre toute la sécurité nécessaire pour protéger notre réseau et nos abonnés des attaques à venir. Donc, Didier, on va passer cette question aussi chez vous. La question de sécurité pour 5G. Oui, mais au-delà de la 5G, la question de la sécurité, elle est cruciale pour nous en tant qu'opérateurs, parce que nous sommes quand même le canal par lequel passe l'ensemble des transactions.
Donc, aujourd'hui, depuis les dernières années, avec le développement, la de plus en plus forte des entreprises, le développement du haut débit, on assiste à une forte croissance du nombre d'attaques dont sont victimes les différents réseaux, des entreprises, même des personnes. Donc, la cybersécurité est au cœur même du développement du haut débit. On ne peut pas parler de digitalisation, on ne peut pas parler du haut débit sans parler de cybersécurité, parce que c'est un effet induit direct. Donc, on a mis en place quand même une stratégie, clairement, à plusieurs niveaux. Parce que combattre la cybersécurité, ce n'est pas seulement par les outils. Elle passe par, d'abord, il y a les infrastructures à mettre en place avec les outils qu'il faut mettre. Il faut aussi travailler sur les compétences. Il faut avoir des personnes qui sont pour analyser, pour travailler sur ces questions de cybersécurité, mais aussi il y a un volet coopération internationale parce que il faut avoir, puisque le monde est maintenant globalisé, les attaques viennent de partout, il faut qu'il y ait une coopération entre les différents États pour pouvoir contenir ce phénomène-là et en mettant en place des lois et en créant une coopération, un échange d'informations. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons mis des outils au niveau de sécurité, nous mettons en place des formations, nous avons mis en place une organisation dédiée et nous travaillons en forte collaboration avec certains partenaires au niveau international pour essayer de traquer tous ces phénomènes de cybersécurité. Voilà ce que je peux vous dire clairement. Mais c'est une préoccupation qui est forte. On a toute une direction qui est dédiée à ça. Merci beaucoup. Zouhair, de point de vue sécurité, technologie, tu travailles avec plusieurs pays, peut-être quelqu'un qui ont déjà le 5G. Donc, la question de sécurité, vraiment, c'est préoccupant, c'est urgent. Donc, que vous serez ajouter sur cette question? Moi, je pense, je rejoins parfaitement en fait, l'avis de mes amis Hatim et Didier, parce qu'en fait, au fond, ce n'est pas lié à la 5G, c'est d'abord lié à toute la partie transformation digitale de l'économie et de la société. Aujourd'hui, plus on se connecte, plus on s'ouvre au monde extérieur, plus bien sûr il va y avoir des brèches qui vont se créer. En ayant des maisons connectées, des usines connectées, des hôpitaux connectés, etc., ben, en fait, l'impact d'une brèche de sécurité, d'un problème de sécurité, il peut être un impact néfaste et ça peut paralyser l'économie, ça peut générer des morts, donc on est vraiment dans un monde où en fait ces questions deviennent des questions vraiment, il y a une vraie question de souveraineté qui se pose pour la majorité des États. Et je pense que autant ces questions paraissent initialement des questions plutôt nationales, autant quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est des questions qui sont plutôt supranationales. L'Europe l'a compris, elle travaille bien sûr à un niveau européen. Je pense qu'il est temps qu'aussi en Afrique, on arrive à comprendre que justement les questions qui sont relatives à la cybersécurité, notamment liées justement au déploiement de plus en plus de cette transformation digitale au niveau de l'économie, c'est des questions qui doivent absolument être résolues, ou en tout cas être traitées à un niveau africain. Alors, je vais peut-être juste un point qui est important, puisqu'on parle justement de souveraineté. Je pense qu'il est important aussi de se dire que la question, parce que je pense que la question va certainement revenir sur OK, on va faire la 5G, mais avec quel coût et avec quel revenu derrière, avec quel retour sur investissement. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à signaler. La première, c'est que ce n'est pas qu'aux opérateurs télécoms de faire l'investissement. Je pense que les États eux-mêmes doivent comprendre que l'investissement dans le très haut débit est quelque chose qui doit être subventionné, doit être d'une certaine manière poussé et accompagné. Et donc, l'État doit jouer un rôle fondamental. Zouhair, il faut vraiment passer dans ces questions de sécurité. Oui. On a encore 4 questions. On a le temps. Bien, on a plus moins que 20 minutes qui va rester. Donc, excuse-moi, mais Bassem, tu veux ajouter quelque chose sur la question de sécurité de 5G? De sécurité par rapport à la 5G. Alors, par rapport à la sécurité, Tony, je pense que l'essentiel a été dit. La sécurité est essentielle. Elle a toujours été essentielle, évidemment, dans tout aspect qui touche ou la vie personnelle ou professionnelle d'une personne. Bien sûr, on a vu le sujet devenir plus important avec la 4G parce que c'était des réseaux IP ouverts, donc plus exposés aux attaques malveillantes. Avec la 5G, c'est encore plus critique parce que voilà, c'est toute l'économie qui est censée être connectée via 5G, donc aussi bien des
des voitures connectées, que des cliniques, que des feux rouges, que éducation. Donc, on ne peut en aucun cas se permettre une faille quelconque ou sécuritaire. Évidemment, cela fera que plus d'attaques risquent d'avoir lieu, surtout dans les bras de fer que se mènent certains pays ou certains groupuscules. Et par conséquent, il est nécessaire de bien protéger ces réseaux. Alors, heureusement, la 3GPP, Tony avait pensé à des mesures de sécurité qui ont été implémentées dans la standardisation de la 5G. Mais évidemment, bon, aussi, on a la responsabilité en tant que fournisseur d'équipement d'implémenter plus d'éléments de sécurité. Par exemple, ce qu'on appelle la DF-SEC, c'est la conception ou le design pour la sécurité par défaut, pour qu'on puisse aussi bien protéger les réseaux des clients que leurs propres utilisateurs. Donc, c'est une responsabilité à la fois au niveau des opérateurs, comme ça a été mentionné, mais aussi des fournisseurs qui fournissent les équipements et des gouvernements qui doivent mettre en place les réglementations nécessaires pour pouvoir s'assurer que tous ces réseaux et ces équipements sont proprement protégés. Merci beaucoup, Bassem. On passe à l'autre question. C'est en partant du point de vue que la 5G n'est pas uniquement de la radio et qu'il y a tout un ensemble d'éléments réseau qu'il faut moderniser. Quels sont les prérequis que les opérateurs doivent prendre en considération? Je ne sais pas si Didier ou Had vont commencer avec cette question. On commence par vous, Had, Didier, s'il vous plaît. Oui, qui sont les 5G n'est pas uniquement de la radio et qu'il y a un ensemble d'éléments de réseau qu'il faut moderniser. Donc, quels sont les prérequis pour accéder à tout ça? Alors, complètement, c'est la 5G nous oblige effectivement à installer un nouveau réseau, en fait, et avec son architecture et ses contraintes. Donc, ça passe de la radio, il faut installer de nouveaux sites radio. Ça oblige également à changer complètement notre réseau de transport, que ce soit même au niveau site radio, le transport devient énorme parce que, en fait, on a vu, par exemple, que quand on lance la 4G, un abonné qui passe de la 3G à la 4G, il voit son débit faire x3 immédiatement, c'est-à-dire que le débit augmente de 3 fois. Et donc, pour la 5G, ça va être aussi dans ces ratios-là, probablement entre 3 et 5 fois en augmentation de débit. Donc, ceci nous oblige à fibrer nos sites radio où il y a la 5G parce que les capacités aujourd'hui de transport ne sont plus suffisantes pour supporter cette masse de trafic qui nous vient. Le corps aussi est aussi touché parce qu'il y a des fonctionnalités, il y a de nouveaux éléments qui sont à changer. Et encore, on n'est qu'au début de cette phase-là parce que la normalisation continue aussi de progresser et nous obligera dans le futur aussi à adapter nos systèmes sur le cœur du réseau. La partie IT peut-être sera un petit peu moins touchée, mais avec le développement des offres spécifiques, notamment pour le segment des verticales entreprises, je ne sais pas, secteur de la santé ou l'agriculture ou l'industrie, probablement qu'il va falloir adapter nos offres pour adresser cette problématique 5G. Donc voilà, nous sommes dans un secteur où l'innovation est clé. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors, si tu me poses la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait, comment dirais-je, manquer de sommeil la nuit, je réponds toujours, ce n'est pas les incidents, parce que les incidents, ça arrivera toujours, mais c'est vraiment la capacité de mon réseau, parce qu'il n'y a pas pire qu'un réseau, il n'y a pas suffisamment de capacité, ça veut dire qu'on n'est pas capable de servir nos clients. Voilà. C'est bien. Donc, Didier, vous voulez commenter sur ce sujet aussi? Il a abordé
la plupart des points aujourd'hui sur les impacts de la 5G sur le réseau. Bon, il y a la partie radio, bien sûr, c'est de nouvelles antennes qui vont aller et il faut analyser les impacts de ces antennes-là sur les tours, parce que ça fait plusieurs technologies qui sont installées. Et comme la 5G, en fonction des fréquences qui seront déployées, il faut envisager une densification peut-être plus forte, parce que si c'est des fréquences, en fonction des fréquences qu'on prend, on sera obligé de densifier beaucoup plus le réseau que n'était que la 4G ou la 3G en fonction des fréquences. La 3G ou la 4G, ça c'est clair. Et il y a la question de, quand il a dit tout à l'heure, de backhaul, il y a le backhaul où il faut transporter tous ces gros flux-là. Donc, il faut redimensionner complètement nos infrastructures de transmission des réseaux, notamment qui partent du backhaul où il faut fibrer et jusqu'au cœur du réseau même pour éviter des congestions. Et bon, en fonction du déploiement, parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de déploiement de la 4G. Il y a la 4G, la 5G. On peut faire un déploiement de 5G en se basant sur le corps actuel, c'est ce qu'on appelle le NS. Puis on peut faire un déploiement de bout en bout de la 5G sans. Donc ça, c'est vraiment la vraie 5G, c'est ce qu'on appelle le SA. Donc ça va nécessiter vraiment un nouveau type de réseau, un nouveau type de cœur. Ça, pour le moment, la plupart des déploiements qui se font au démarrage le font en faisant du NSA, en s'appuyant sur le cœur de réseau actuel qui est bien, qu'ils essaient de redimensionner pour déployer. Et donc ça, c'est une première chose, mais il y a des contraintes qu'il faut régler. Parce qu'il y a la capacité nationale, mais il faut régler la question de la connectivité internationale. Peut-être dans les pays du Maghreb, ça ne se pose pas, mais en Afrique subsaharienne, c'est vrai qu'il y a de gros projets de câbles sous-marins qui se déploient de plus en plus, mais c'est pour les pays côtiers. Mais pour les pays de l'Interland, qui n'ont pas accès à la mer, il y a de gros efforts à faire pour faire l'interco, pour les raccorder aux câbles sous-marins. Ça, il y a des efforts. Nous, le groupe Orange, on a lancé un gros projet d'interconnexion fibre optique de certains pays qu'on appelle un gros projet pour lequel on a parlé il y a quelques mois, le projet Yoliba. Parce qu'il faut désenclaver les pays qui sont dans l'Interland pour leur permettre aussi de bénéficier de toutes ces technologies-là en ayant accès aux capacités des câbles sous-marins. Mais cela passe aussi par la mise en place dans nos pays africains de certaines infrastructures, parce qu'on parle de 4G, du contenu, etc. Mais tout ce contenu-là, aujourd'hui, il n'est pas sur nos continents forcément. Donc, merci, Didier. Il faudra rapidement créer des data centers dans nos pays dans les années qui viennent pour supporter le développement de tout ce réseau 5G. Merci, Didier. Zoher, un commentaire sur cette question? La vérité, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, il y a en fait, un impact sur l'ensemble du réseau. Maintenant, je rejoins rapidement ce que vient de dire Didier. Je pense que c'est très important qu'on réfléchisse à toutes les briques autour de la 5G qui sont importantes. Donc, la brique connectique, donc câble, la brique data center, la brique aussi application grande échelle internationale, donc, qui vont consommer énormément de bandes passantes, etc. Donc, moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas réfléchir que réseau, mais de réfléchir aussi toute la chaîne de valeur pour que, en fait, cet investissement sur la 5G puisse être le plus, on va dire, le plus rentable et c'est très important, il ne faut pas que cet investissement qui se fait aujourd'hui sur la 5G se fasse que dans une logique de canal muet et que derrière, ce soit des OTT qui vont en profiter, qui viennent des États-Unis, des WhatsApp, des machins, qui vont venir profiter, ou des Zoom, on est sur Zoom aujourd'hui, qui vont venir profiter de tout le canal qui a été, d'une certaine manière, mis à disposition. Donc, il y a un vrai enjeu sur cette question. Merci, Zoher. Il y a quelque chose d'important à rajouter. Il y a une question qui est cruciale pour l'appropriation de cette technologie, c'est la question des CPE. Les coûts des CPE peuvent être un gros frein à l'appropriation. Et ça, c'est un des gros problèmes que nos équipes marketing essaient de résoudre aujourd'hui, même pour les réseaux 3G, 4G. Merci. Maintenant, avant de continuer, il faut lancer les sondages pour que tout le monde ait le temps pour voter. Donc, c'est déjà lancé. OK, on aura
les questions après. Maintenant, on peut passer à une autre question avec vous, Bassem. Les normes de référence ou benchmark imposent aujourd'hui aux opérateurs d'offrir des services de pointe. Comment cela les aidera à répondre aux exigences croissantes des clients et quels sont les prérequis nécessaires pour offrir un bon service qui tient ses promesses? D'accord. Alors, oui, alors effectivement, je pense que dans tout ce débat autour de la 5G, on a tendance à le voir d'un angle peut-être investissement, retour sur investissement, mais pas toujours d'un angle utilisateur final. Et je crois qu'il est très important que par rapport au lancement de la 5G, que nous soyons, et quand je dis nous, je parle bien de l'industrie en tant qu'industrie des télécoms, parce qu'à être capable de tenir les promesses. Nous avons tendance à souvent faire de grosses promesses en termes de débit qui pourrait être réalisé, en termes de latence dans le cas de la 5G, on promet la Lune, mais bon, on n'est pas toujours en mesure de la fournir pour la simple raison parce qu'on sait qu'il y a des contraintes radio. Donc ça, je pense que c'est très important de faire attention. Avec la 4G, on l'a vu, Tony, on avait vu que finalement, les vitesses qu'on promettait au début de la 4G n'ont pas réellement été celles qui ont été fournies parce que ça reste des débits extrêmes, proches de la cellule pour un seul utilisateur. Mais quand on voit les benchmarks, soit faits par Tutela ou Ookla ou même NPerf, les clients prennent conscience de plus en plus que réellement ce qu'ils obtiennent n'est pas forcément ce qui leur a été promis. Ils deviennent de plus en plus exigeants, ça met plus de pression sur le dos de certains opérateurs par rapport à la tenue de ces promesses. Donc, c'est aussi nécessaire dans le choix. Bon, bien sûr, des équipements, je ne ferai pas la promotion de Nokia, je ne crois pas que ce soit le forum, mais sur la 4G, effectivement, on avait une solution de Smart Scheduler qui a permis des débits 10 à 15% meilleurs que la concurrence parce qu'on était capable de mieux gérer les contraintes au niveau des cellules, même quand elles étaient très saturées à du 80 PRB. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est réel d'essayer de trouver un bon compromis entre ce qu'on promet en tant qu'industrie et ce qui est communiqué aux utilisateurs et ce qu'on est capable de livrer. Ce que je voudrais aussi ajouter, et pour conclure sur ce point, Tony, les prérequis techniques, ils ont été très bien mentionnés par Hatim et Didier, c'est leur domaine d'expertise. Mais si je peux ajouter un point qui aussi revient à cet aspect d'expérience client, c'est que je crois que dans le cas de la 5G, et peut-être contrairement aux précédentes générations, déployer le réseau ne sera pas suffisant. Pas plus tard qu'hier, on avait le Nokia World Radio et on avait la VP Business XAS Business de LG+. Et elle avait dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus être un simple opérateur, mais qu'ils devaient devenir un enabler provider. C'est-à-dire que quand ils déploient leur réseau, ils doivent l'accompagner avec des offres et des solutions qui permettraient à l'utilisateur final de profiter du potentiel réel de la 5G. Et pour eux, ça va être leur nouvelle mission et c'est vers ça qu'ils comptent orienter la stratégie de leur entreprise. Donc, en plus de tous les aspects techniques mentionnés plus tôt, je pense qu'il y a un aspect marketing, expérience client qui est nécessaire, à savoir d'avoir les services qui iront avec ces offres 5G. Merci, Bassem. Comme ça, cette question aussi, c'est deux parties technologie, une partie de promesse aux clients. Donc, Hatem, en tant que CTO opérateur, vraiment, votre opinion, c'est très important ici. Alors, en fait, je voudrais dire quelque chose peut-être d'un peu différent ou complémentaire par rapport à Bassem. En fait, la data a changé le paradigme du service perçu par le client. Avant, en fait, quand l'humanité a commencé à faire de la téléphonie, c'était un téléphone à la maison et puis c'était un câble qu'on tirait de notre réseau terrestre
Et il arrive très souvent que ce câble coupe et il faut 2-3 jours pour le réparer. Et donc, cette chose-là, qui est difficile à accepter aujourd'hui de nos jours, est arrivée quand la téléphonie mobile est arrivée. Parce que la téléphonie mobile, elle a démocratisé l'accès au téléphone. Donc, en fait, il n'y a pas un mec qui se déplace chez soi pour installer le téléphone. On achète une carte SIM, on met dans le téléphone et hop, ça marche. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est passé de l'acceptation de ce service qui plante pendant 2-3 jours, et je suis gentil, en Afrique, ça peut être, en Tunisie, des fois, c'est 1 mois hein, pour réparer un téléphone fixe. Maintenant, c'est fini, ça. Il faut, si un site tombe, il faut que dans moins de 4 heures, il soit de retour, voire moins. Aujourd'hui, on est plus exigeant et le client est plus exigeant avec nous. Et on l'a vu récemment avec les pannes Facebook. Le monde a découvert, mais merde, Facebook peut tomber en panne, c'est impossible ça. Qu'est-ce qui arrive là? Et toutes les théories du complot nécessaires à ce monde-là sont devenues la règle. Et en fait, il y en a qui nous disent que c'est un pirate chinois qui a fait tomber le fameux réseau Facebook, alors que c'est simplement un gars qui s'est mis à faire une opération de nuit. Il s'est planté, et ses tables de routage ont été complètement corrompues et il a fallu beaucoup de temps pour remettre le réseau Facebook. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'opérateur, j'ai plus de pression à avoir le réseau data qui soit continu et disponible pour mes clients que quand il y avait la voie où tu appelles de temps en temps et bon, si tu n'appelles pas maintenant, tu appelles dans 1 heure ou 2, c'est pas très grave. Et donc, en fait, on est passé du monde qui accepte que le temps passe à un monde où c'est le parti tawa. En arabe, ça veut dire immédiatement. On est dans le monde de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'en fait, si George Bush, il fait, je ne sais pas moi, un choc parce que son chien l'a mordu, le monde entier est informé immédiatement. Et donc, la pression sur la qualité de service, sur la disponibilité du service, elle est vraiment cruciale. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais en tant qu'opérateur, on est face au monde, on est face à nos abonnés qui veulent absolument que le réseau soit disponible immédiatement et de manière continue. Et ça, c'est beaucoup de mindset, beaucoup de choses à mettre en place pour affronter ce nouveau défi chez les opérateurs. En fait, les gens acceptent une coupure. Les gens acceptent une coupure d'électricité, d'eau, de transport, mais pas une coupure d'Internet. Connexion. Pas de coupure de... Personne ne va plus supporter une coupure d'Internet ou de connectivité. Didier, on a déjà le temps vite. Si on peut, je veux vous commenter trop vite sur ça, s'il te plaît. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. OK. Donc, on peut passer au résultat du sondage? Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup. Zoher? Un dernier commentaire, si tu permets, Tony. D'accord. Je pense très rapidement que le business de la 5G et le business des opérateurs, je pense que c'est important qu'il tourne plutôt autour de la plateforme. Donc, la logique que fait aujourd'hui, par exemple, un store des applications, en fait, il met à disposition des startups ou des développeurs la possibilité de développer et il crée un modèle de partage de revenus. Je pense que c'est des modèles qui sont de plus en plus à explorer. Ça a été exploré dans les VAS dans le passé. Je pense que c'est des choses qui vont, d'une certaine manière, rendre le business plus ou moins exponentiel et créer toutes les possibilités d'atteindre les opportunités futures de la 5G parce qu'on ne peut pas imaginer tous les cas d'usage, toutes les possibilités. Autant laisser aux gens réfléchir aux cas d'usage et de les proposer aux autres personnes pour justement permettre cette possibilité. Donc voilà, c'était juste une remarque. Merci. On va lancer le résultat du sondage maintenant. Donc, je veux le lire très rapidement. On commence la première question. C'était, trouvez-vous la 5G de l'ordre de nécessité pour l'Afrique? C'est bien. 100%, ils ont dit c'est oui. Donc, c'est une nécessité. Donc, c'est bien.
Considérez-vous la 5G être le fondement de l'industrie 4.0 et de l'Internet des objets? Ou aussi 100% qui ont dit oui. On sait bien. Nous sommes d'accord avec nos audiences aujourd'hui. Les pressions qui s'imposent, les benchmarks aux opérateurs qui insistent à offrir des meilleurs services aux clients. Donc, oui, 100% oui. Donc, on a d'accord. Oh, c'est la première fois que ça passe ça. Le lancement de la 5G commerciale. Il n'y a pas de trucage des résultats. Oui, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est pas. Non, nous ici, sommes démocratiques. Nous sommes démocratiques ici. Oui, Donc, c'est la démocratie on va passer aux africaine, questions. Tony. Non, non. Il n'y a pas d'élection chez nous. OK, nous sommes seulement technologie. On va commencer par les questions et vous pouvez prendre la question. La première question de Wadi de Sofrecom. OK, merci Tony pour cette édition intéressante. Ma question, je suis d'accord que la 5G est très importante pour l'Afrique, plus que pour l'Europe, mais il y a beaucoup de défis comme la fibre dorsale pour connecter les BTS. La 5G nécessite plus de sites, donc plus d'investissements de travailleurs qualifiés. Comment comptez-vous les résoudre? Qui veut répondre à cette question? Très importante. Bon, moi, je vais prendre la parole sur… Oui, s'il te plaît, oui. Écoutez, la 5G, oui, c'est important pour l'Afrique. On a parlé tout à l'heure des prérequis qu'il faut pour la 5G. Mais ces prérequis-là, chaque fois qu'on veut lancer un réseau, il y a des prérequis. Quand on a lancé la 4G, la 3G, il y avait des prérequis. Donc, pour moi, c'est le marché qui va nous imposer à résoudre ces prérequis. Et l'appétence du marché va nous permettre aujourd'hui, avec l'expertise qu'on a déployée dans les pays africains, à déployer ce type de réseau. Pour moi, il n'y a pas de frein majeur quand on regarde ce qui a été déjà réalisé à les différents pays africains. Il n'y a pas de frein majeur à ce qu'on puisse déployer un réseau 5G. La question de backhaul, la question de sites de densification, c'est des choses qui s'imposent. Même en réseau 3G, 4G, en fonction du volume, on est obligé de densifier les réseaux là. Et on ne fera pas. La 5G, il faut aller par un déploiement ciblé. Voilà, il y a toujours des études géomarketing qui sont faites en fonction de l'appétence des populations par zone et on fait un déploiement géographique de ces réseaux-là et de façon progressive. Donc, c'est comme ça la question sera abordée et c'est comme ça on l'a abordé. Même lorsqu'on déployait les réseaux 3G, 4G, on a fait des ciblages et en fonction de l'appétence des zones et des régions et des populations, on a commencé le déploiement progressivement. Et c'est la même chose qu'il faudrait faire. Merci. On va passer à une autre question. Avez-vous réalisé… Oui. Tony, si tu veux, je vais juste ajouter un petit point par rapport à ça. Comme a dit Didier, rien de nouveau par rapport à une nouvelle technologie qui démarre, donc par rapport aux investissements. Je voudrais mentionner que la fibre dorsale n'est pas forcément une nécessité pour la 5G. Bien sûr, c'est un avantage. Avec la 5G, on a du moins ce qu'on appelle chez nous le anyhaul, c'est-à-dire que la BTS peut être backhaulée aussi bien par la fibre que par du microwave en e-band, que du XGS PON ou du 25 PON. Donc, voilà. Et donc, du coup, profiter de l'infrastructure existante qu'a un opérateur donné sans forcément avoir à investir dans un nouveau maillage de fibre. Merci pour cette clarification. On passe à une autre question. Avez-vous réalisé un retour sur investissement de la 4G? Je pense que c'est facile, car déjà, ça fait trop longtemps le 4G. Hatem, tu es avec nous toujours ou pas? Zoher, Hatem? En fait, c'est une bonne question. Le retour sur l'investissement de 4G, je pense que déjà fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de trafic sur le réseau 4G, mais on aimerait bien profiter de ça pour améliorer nos revenus et nos marges. De plus de revenus sur le même investissement. OK. Ouais. Donc, Zoher, plus de commentaires rapides sur ce sujet aussi. Absolument. Très rapidement, moi, je pense pour la 4G, bon, la majorité aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà, en tout cas sur un certain nombre d'opérateurs, le retour d'investissement a été déjà constaté. Maintenant, comme j'ai dit, pour la 5G, je pense que c'est important, si on veut vraiment mettre un accélérateur, c'est important aussi qu'il y ait de la subvention. Je pense qu'on ne peut pas démarrer. Donc, répondre pour la 4G, oui, un certain nombre d'opérateurs ont déjà eu un retour sur investissement positif du déploiement de la 4G.
Sur la 5G, je pense que c'est important, si on veut vraiment accélérer, que l'État mette en place des subventions ou des moyens pour accélérer le passage à la 5G. Merci, Zuhair. Maintenant, on a une question, en fait, pour Nokia, pour Bassem, pour vous, c'est intéressant, de Jennifer, notre content manager pour l'Afrique. Nokia a contribué à placer le Kenya au rang de deuxième pays africain à développer commercialement la 5G. Quels sont vos projets pour les autres pays? Ouais. Alors effectivement, Safaricom était le premier opérateur ouest-africain. En fait, ce n'était pas forcément le deuxième, parce qu'il y a eu Togocom avant, qui était le premier opérateur en Afrique de l'Ouest. Là encore, Nokia est le fournisseur exclusif de la 5G, surtout le réseau aussi bien radio, core, et pour tous les use cases, aussi bien eMBB que Fixed Wireless Access. Le Kenya, l'Afrique du Sud, Vodacom notamment. En fait, alors pour répondre à cette question, ce qu'on est en train de voir, Tony et Jennifer qui a posé la question, c'est qu'il y a de plus en plus d'investissements, de trials qui sont en train d'être faits par différents opérateurs dans la région pour se préparer à la 5G, notamment l'Afrique du Nord, parce que c'est pour la première fois, je pense, dans l'histoire de ces générations que l'Afrique du Nord est à la traîne par rapport au reste de l'Afrique. Et donc, il y a ce travail qui est en train d'être fait en amont par les opérateurs pour augmenter les capacités dans le transport, pour pouvoir préparer les nouveaux sites. Tous les nouveaux sites qui sont commandés et livrés par Nokia sont des sites AirScale qui aujourd'hui tournent sur de la 4G, mais qui sont facilement évolutifs vers la 5G avec une mise à jour logicielle. Et donc, du coup, il y a un travail qui est en train d'être fait, de telle manière à ce que le jour où les autorités de réglementation décideront de fournir les licences aux opérateurs, ça nécessiterait principalement un appui sur un bouton pour le lancement du service, comme ça s'est fait sur la 4G sur un certain nombre de pays. Merci, Bassem. Zuhair, une question pour vous. Est-ce que la 5G résoudra-t-il le problème de zones noires pour les personnes vivant dans des régions éloignées sur le continent africain? En fait, je pense que c'est deux sujets qui sont pas Qui liés. sont aux opérateurs, en fait, oui. Exactement. Mais Donc, comme ça sera dans le futur, car il n'y a pas beaucoup de 5G, car on n'a pas d'opérateur qui a déjà lancé le 5G. Donc, n'importe quelle, c'est une opinion, en fait, technologie. Peut-être Hatem peut nous répondre sur cette question, se couvrir les zones noires dans les zones éloignées du continent africain, ou même dans tous les pays, en fait, c'est la même question. Alors, en fait, je peux avoir deux types de réponses. En général, ce que Didier a expliqué ça très très bien, les gens du marketing commenceront toujours par les zones, on va dire, là où il y a un ARPU et des moyens financiers pour s'offrir le service, avant d'aller dans des zones un peu plus reculées du pays où, évidemment, ça ne changera absolument pas. Ceci étant dit, ce qu'on a vu récemment sur la data mobile, c'est que paradoxalement, dans les zones où on a un réseau filaire ou de la fibre disponible, la data mobile très haut débit, elle est peut-être moins nécessaire qu'ailleurs. Et donc, on pourrait voir que dans un avenir pas si éloigné que ça, que effectivement la 5G pourrait adresser des besoins pour des populations rurales ou éloignées, parce que c'est le seul moyen de leur offrir l'Internet mobile chez eux. Voilà. On le verra. Merci beaucoup. En fait, on a dépassé notre temps. Je pense que je veux dire merci à tous nos participants, speakers. Didier aussi, si tu es en ligne, je vous remercie. Je vous remercie Hatem, Zuhair, Bassem de nous joindre aujourd'hui. J'espère de vous voir dans d'autres prochains webinaires avec Telecom Review.
Et je veux remercier Nokia en principe aussi, en plus. Merci beaucoup et bon week-end à l'avance. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Merci.